Bonjour à chacun. Ce cours assez bref s'adresse à mes élèves de Terminal SP. Le but étant d'améliorer la compréhension du cours. Il s'agit actuellement du chapitre sur la deuxième loi de Newton. Le contexte est le suivant. Nous sommes dans un champ de pesanteur qui est matérialisé par ce champ vectoriel qu'on appelle petit g. Et ce champ est disponible en tout point de l'espace, donc on peut le dessiner à n'importe quel endroit. Il retrouve exactement la même direction, la même valeur, le même sens. On étudie ici le mouvement d'un objet quelconque. J'ai choisi ici une balle que vous lancez. Les conditions initiales sont importantes. Vous avez une vitesse à l'origine qu'on appelle ici V0 pour simplifier. Vous avez un angle à l'origine alpha. Et on peut remarquer que la hauteur initiale n'est pas nulle. Admettons qu'on puisse l'appeler h ici. On se doute bien que la trajectoire va ressembler ici à une forme parabolique avec atterrissage de l'objet au sol, mettons en un point quelconque qu'on pourrait appeler le point D. Comment se passe l'étude de ce mouvement dans le champ de pesanteur? Le canevas est toujours le même, donc la plupart du temps nous commençons par décrire le système. Ici en l'occurrence il s'agit de la balle avec une masse m. Le référentiel est terrestre, assimilé galiléen, autrement dit c'est un référentiel dans lequel on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Le bilan des forces, donc là j'ai abrégé. Alors vous ne saurez résoudre qu'en n'utilisant que la présence d'une seule force, en l'occurrence le poids, P égale mg. On va négliger toute force dissipative type frottement. En appliquant la deuxième loi de Newton, qui est la suivante, somme des forces extérieures appliquées au système, donc là il s'agit simplement du poids, égale ma, m étant la masse, a étant le vecteur accélération. Si nous transposons, on se retrouve évidemment avec mg égale ma pour ce mouvement, et après simplification légère par m, nous avons a égale g. Alors il faut bien comprendre ce passage-là. Cela va être le départ pour tous les exercices de méca qui concernent la deuxième loi de Newton. L'accélération est égale au champ de pesanteur. Donc en fait, sur ce champ ici, je peux écrire que G égale A en tout point. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que si j'étudie un point ici, la trajectoire, si on vous demande de tracer rapidement l'accélération, eh bien il suffit de translater ce vecteur G et on le retrouve ici et on va l'appeler A. Donc en tout point du mouvement, l'accélération est égale au vecteur champ de pesanteur qu'on appelle petit g. L'idée ensuite est de projeter ce vecteur accélération. Donc on va avoir deux composantes, deux coordonnées, AX et AY ici. Alors on fait attention aux lettres, j'ai appelé X et Y les deux axes, on pourrait très bien l'appeler Z, à ce moment-là on change. Et vous remarquez que si vous projetez l'accélération ici, cela revient à la même chose que de projeter le vecteur G. Donc par exemple, si je projette en X tout simplement, imaginez qu'on enfonce ce vecteur dans le sol, un peu comme un clou sur une table en bois. Vous allez former un trou minuscule. Donc en l'occurrence, la projection de ce vecteur vertical sur l'axe des X se réduit à 0. De même, pour projeter par exemple sur l'axe Y ici, on voit qu'en norme, vous obtenez G, puisque en fait la norme de A c'est G évidemment, donc on peut écrire initialement G, et on fait attention au sens de projection, car le vecteur A est de sens opposé au vecteur ici de l'axe des ordonnées Y, donc en ce sens on n'oublie pas de mettre le signe moins. Voilà pour les coordonnées du vecteur accélération. Ensuite, le but du jeu dans la plupart des questions, c'est d'obtenir ce que l'on appelle les lois horaires du mouvement. Alors, que sont les lois horaires? Alors, c'est un moyen un petit peu mnémotechnique, elles dépendent du temps. Et effectivement, on aimerait atterrir aux coordonnées qui sont les coordonnées du vecteur position, que l'on appelle souvent OM ou OG. Et les coordonnées correspondent à ce qu'on appelle les lois horaires. Alors, pour obtenir ceci, il faut intégrer deux fois le vecteur accélération. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On vous a appris que pour obtenir l'accélération, il faut dériver la vitesse. Eh bien, le chemin inverse, c'est que pour partir de l'accélération, pour obtenir la vitesse, il faut intégrer une fois. Donc, on va se retrouver avec Vx de t, Vy de t. On intègre quoi ici? Eh bien, on va chercher l'intégrale de 0 et chercher l'intégrale de moins g. Alors, je ne vais pas tout écrire, mais une primitive de quelque chose qui est nul, cela va être une constante. Alors, moi, en cours, je l'appelle K1. Et effectivement, si vous dérivez K1, quelle que soit sa valeur,
vous allez évidemment trouver 0. Donc une primitive de 0, on va l'appeler K1. Une primitive de moins G, ça va être moins GT. Je rappelle que la variable, c'est le temps. En maths, vous diriez, par exemple, une primitive de moins 3, vous écririez moins 3x. Ben là, c'est moins GT. Et on a appris en cours qu'on rajoutait une constante d'intégration, voilà, dont on ne connaît pas l'expression pour l'instant. Alors, on peut tout de suite déterminer l'expression de ces deux constantes en se mettant aux conditions initiales. Les conditions initiales, c'est lorsque la balle se retrouve ici, au point de lancement. On observe évidemment plusieurs choses intéressantes concernant la vitesse. Je rappellerai ici que K1 et K2 sont homogènes à des vitesses puisqu'elles participent aux coordonnées de V. Alors pour trouver K1, c'est très simple. On prend Vx à t égale à 0. Ça se fait souvent sur le schéma. Et pour trouver K2, il suffit de faire Vy, mais à t égale à 0. Chacun comprend que si je fais t égale à 0, le terme en gt ici va s'annuler. Alors quand on regarde le dessin là-haut, et que l'on souhaite trouver Vx à t égale à 0, il faut projeter le vecteur, qui n'est pas nul. Du coup, K1 n'est pas nul. Alors quand on projette ici, je l'ai fait en cours, ce côté adjacent, il est égal à V0 cos alpha. Donc là, K1, ça va être V0 cos alpha, grâce au dessin. Si vous projetez V0 sur Y, vous allez avoir ce segment-là qui s'appelle Vy à t égale à 0. Et Vy à t égale à 0, c'est K1. Et là, vous vous retrouvez avec un sinus. Je vous invite à bien connaître vos formules trigo de collège, quand même, les sinus et les cosinus. Donc, pour l'expression de la vitesse, nous avons Vx de t égale, eh bien, V0 cos alpha, c'est une constante, ça ne dépend pas du temps, et Vy de t, qui est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Donc ça, il faut savoir vraiment faire ce raisonnement-là. Alors, on va essayer également de trouver les lois horaires dans une page suivante. Il suffit d'intégrer ces deux expressions, V0 cos alpha et l'expression de Vy. On y va, on appelle ça le vecteur position. Et à ce moment-là, on va se retrouver non pas avec V, mais X, et non pas avec Vy, mais Y de t. Alors, si vous intégrez une constante, V0 cos alpha pour nous, c'est une constante, eh bien, vous rajoutez la variable. Donc, une primitive, c'est V0 cos alpha t, plus une constante d'intégration qu'on ne connaît pas. Le moins gt initial de tout à l'heure va devenir moins 1 demi gt2. On l'a vu en classe pour la primitive, je ne reviens pas dessus. Vous avez V0 sinus alpha qui est une constante. Quand vous l'intégrez, on rajoute la variable. D'accord ? Et une constante d'intégration qu'on va appeler K4. Alors, que sont ces deux constantes? Eh bien, si vous vous rappelez l'instant originel, la balle était lancée avec une vitesse initiale, bien sûr, et à une certaine hauteur h. Et comment on trouve ces constantes? C'est facile, K3. Qu'est-ce que K3? Quand vous regardez l'expression, c'est x, il suffit de faire t égale à 0. Donc effectivement, si vous faites t égale à 0, on voit bien que K3, c'est x à t égale à 0. Et même raisonnement, K4, c'est y à t égale à 0. Si vous regardez le dessin, à l'origine, la balle, elle est là. D'accord. Que se passe-t-il pour x? Il n'y a rien, x, d'accord, 0. En revanche, en y, vous voyez qu'il y a une hauteur grand H. Donc K3 est nul. En revanche, K4, ça vaut H. D'où les lois horaires. Alors, ça correspond au vecteur position OM, x de t égale V0 cos alpha t plus rien, d'accord, et y de t moins 1 demi gt2 plus V0 sinus alpha t plus h. Voilà, vous avez vos deux lois horaires du mouvement qui décrivent la position de la balle en tout temps. Donc, très simple à déterminer. Une petite remarque, si imaginez dans un exercice la condition initiale change, alors comme en cours, on avait fait un exercice ou un exemple où V0 était horizontal. Et effectivement, le mouvement de la balle est un peu différent, sa tangente au début, puis vous faites votre arc de parabole pour toucher le sol. Eh bien, on pourrait très bien reprendre le même raisonnement que je viens de vous montrer ici sur l'écran noir. Il suffit simplement, dans ce cas précis, de faire alpha égale à 0. Alors, si vous regardez vos lois horaires, qu'est-ce que cela change? Alors, cos 0, ça fait 1. Je ne vous apprends rien. Donc là, il va rester V0t. Y de t. Alors, moins 1,5 gt2 pour le terme d'ordre 2, on ne change rien.
En revanche, sinus 0, ça fait 0. Donc il ne reste plus que la constante h. Donc vous voyez, on peut très bien reprendre le même raisonnement, pas apprendre bêtement par cœur, voilà, et appliquer au dessin. Donc là, on simplifie les doigts horaires. D'accord. On demande souvent l'équation, je ne peux pas tout faire dans cette vidéo, mais montrer au moins ce raisonnement. L'équation de la trajectoire. Vous savez, en maths, quand vous dessinez une courbe représentative C, par exemple, vous tracez en réalité l'expression de y de x, sauf que vous mettez sous forme graphique. Et nous, effectivement, on n'a pas y de x, mais on n'est pas très loin, on a y de t. Vous voyez, la variable c'est t. Et j'ai expliqué en classe qu'on ne pouvait pas dire que t qui est égal à x. Déjà, on a un problème d'homogénéité, t c'est en secondes, x c'est en mètres, ça ne va pas. Cependant, il y a tout le temps de relation entre t et x qui apparaît ici. D'accord. Et cela permet de faire le changement de variable. Alors, en l'occurrence, si x est v0 cos alpha t, il est évident, c'est trivial, que c'est x sur v0 cos alpha. Et c'est ce changement de variable que vous injectez évidemment ici et là pour les deux variables temps. Alors vous regardez votre cours, on a établi la chose suivante, c'est que y de x, c'était moins 1 demi de g à la place de t carré, je mets x carré v0 carré cos carré alpha, plus, alors v0 sur v0, rien, ça fait 1, et sin sur cos, vous savez que ça fait tangente alpha. On n'oublie pas la variable x, bien sûr, et la constante h. Là, vous avez l'équation, la trajectoire polynomiale du second degré, avec un premier terme, une première constante là devant le x2 qui est négative, et on a expliqué qu'à ce moment-là, la parabole avait un petit peu la tête en bas. En tout cas, la concavité est orientée vers le bas. D'accord. Dans l'exercice que l'on avait traité en cours, par exemple ici, si la vitesse initiale est horizontale, on fait exactement le même raisonnement. Le changement de variable se passe ici. Et par exemple, on va trouver donc une équation de trajectoire du type y de x égale moins 1 demi g. Là, on fait x carré sur v0 carré. D'accord. Ici, t, c'est x sur v0 plus h, et vous retrouvez bien sûr un arc de parabole, c'est tout à fait cohérent avec la courbe que j'ai tracée en rouge au-dessus. Alors toute cette partie, je vais m'arrêter là, on peut faire les applications, mais là on fait une petite vidéo. Ça, il faut bien maîtriser, pas apprendre bêtement par cœur, ça ne marchera jamais. Il suffit dans un exercice, je change une condition initiale, vous avez tout faux. Donc faites tourner ça en boucle. Voilà. Et puis si cette vidéo vous a apporté quelque chose, ben, vous me direz, on en fera d'autres régulièrement si vous souhaitez à chaque cours, si ça peut vous aider. Voilà, bon courage à tous, à très bientôt.